2022-467 du 3 août 2022 fixant les modalités de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, je lance ce jour l'opération de déclaration d'intérêt des personnes investies d'une mission de service public. Répondant aux dispositions du décret 2022-467 du 3 août 2022 fixant les modalités de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, cette campagne sera effective le 18 avril prochain avec le passage du Premier ministre Anatole Colini-Makosso. S'en suivront par la suite d'autres institutions, à l'instar des départements ministériels, des 2 chambres du Parlement, de la préfecture de Brazzaville et bien d'autres. L'objectif pour la HALC est de poursuivre sa volonté de combattre tous les antivaleurs qui empiètent le bon fonctionnement de l'administration publique congolaise. En accédant définitivement à l'éthique de la démocratie et de la bonne gouvernance, dont les corollaires sont notamment une séparation équilibrée des pouvoirs, une communication partagée qui renforce la citoyenneté et qui permet à chacun de participer à la gestion de la cité, une gestion orthodoxe et transparente des affaires publiques, une liberté d'entreprendre qui ne conduit pas au libéralisme sauvage. Tout cela dans le cadre d'un état de droit qui ne ruine pas le droit de l'État à réguler l'espace public. On note aussi que les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans le chaos actuel ne sont nullement inquiétés. Bien au contraire, tous les Congolais constatent que ceux-ci bénéficient d'une très grande protection de la part des gouvernants. Rappel grand 1. Dans ce cadre, il faut rappeler que 3 citoyens congolais, Enda Diogène Seni, Jean-Pierre Anyangoy, Clément Mierassa, avaient lancé le 20 mai 2023 une pétition pour exiger des poursuites judiciaires contre les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Mesdames et messieurs, distingués invités, mesdames et messieurs les responsables des partis politiques et leurs représentants, mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chères sœurs, chers frères, merci d'être venus si nombreux à cette conférence de presse. Merci pour votre nombre, votre qualité et votre diversité de profils qui contribuent à donner de la résonance à cette rencontre. En ces temps de grandes incertitudes, alors que la situation sociopolitique de notre pays est sclérosée, tandis que le peuple, privé du minimum, souffre chaque jour, nous apprenons tous les jours dans l'actualité, aussi bien nationale qu'internationale, divers scandales financiers. 3 Congolais, par ailleurs présidents de partis politiques, ont décidé, en tant que citoyens, d'initier cet échange autour des questions d'intérêt national. Je vais donc brièvement vous les présenter. Il s'agit de M. Clément Mierassa, président du Parti social-démocrate congolais, PSDC en sigle, financier, statisticien, plusieurs fois ministre, connu pour ses différentes prises de parole publiques sur les crimes économiques et les biens mal acquis, co-initiateur de la lettre ouverte au président de la République prévue dans la conférence nationale souveraine de 91. Monsieur Jean-Pierre Anyangoy, président du Parti du Peuple, ingénieur eaux et forêts, ancien secrétaire général du ministère des Eaux et Forêts, expert et consultant international, signataire en 91 de la lettre ouverte au président de la République prévue dans la conférence nationale souveraine. Messieurs Mierassa et Anyangoy ont joué un rôle important dans l'avènement de la conférence nationale souveraine. C'est donc comme en un passage de témoin que M. Enda Diogène Seni s'est joint à cette initiative. Il est président
de la Ligue panafricaine au Mondial, Congo, spécialiste en management et en intelligence économique, enseignant et co-auteur de nombreux ouvrages. À présent, chères sœurs, chers frères, sans plus tarder, je vais donc donner la parole à M. Mirassa. Jean-Pierre Anyangwe, Enda Diogène Séni et Clément Mirassa, vous annonçons solennellement ce jour le lancement de la signature d'une pétition pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques, les détournements des deniers publics et le siphonnage des ressources du pétrole et des autres ressources. Les autorités ont été informées de cette démarche. Dans la pratique, seule la coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, regroupant des personnalités indignées et une dizaine d'organisations non gouvernementales des droits de l'homme et du développement démocratique, dont l'Observatoire congolais des droits de l'homme OCDH, le mouvement citoyen, le mouvement pour la culture citoyenne MCC, a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile le 31 juillet 2023 devant le doyen des juges d'instruction près du tribunal de grande instance de Brazzaville. Rebondissement sur l'affaire des 14 000 milliards destinés aux générations futures. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crient au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embellie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumé au tribunal de grande instance de Brazzaville. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à ester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde, pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Somme affectée au compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, dont l'ouverture a été annoncée le 12 août 2006 par le président de la République du Congo devant le Parlement réuni en congrès. Cette recette est due aux excédents budgétaires suite à la hausse des prix du baril de l'or noir à cette époque. Selon les autorités congolaises, une partie de cet argent aurait servi de maintenir les équilibres financiers en phase avec le fonctionnement et les réalisations du gouvernement. Il s'est également de signaler que l'audit annuel de ce compte de stabilisation que le chef de l'État avait promis en 2006 et que devrait effectuer chaque année la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a jamais été réalisé. S'il s'avère que ces fonds affectés au compte de stabilisation ont été effectivement détournés ou fait l'objet de pillage, cela léserait manifestement les citoyens que nous sommes et impacterait davantage nos conditions de vie et en particulier celles de nos enfants qui, pour la plupart, étudient dans des conditions inappropriées et celles de nos étudiants qui peinent à recevoir leur bourse depuis plusieurs années ou encore celles de nos concitoyens qui manquent de soins de santé faute de structures d'accueil adéquates. Cette plainte, qui s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que devrait exercer la société civile, est la toute première d'une série que l'OCDH et le MCC, au nom de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, déposeront au cours des semaines à venir. Cette plainte concerne le détournement et le pillage présumé des fonds publics suite à la disparition de 14 000 milliards de francs CFA, soit 25 milliards de dollars américains, issus des recettes excédentaires des revenus pétroliers destinés aux générations futures. 2. La lutte contre la corruption dans le projet de société dénommé Ensemble, poursuivons la marche. Le projet de société qui s'exécute au Congo
se dénomment, semble-t-il, ensemble poursuivons la marche. Entendu, la marche vers le développement, tout en relevant avec force que la corruption étant le cancer de l'économie, on ne peut pas rechercher le développement et tolérer la corruption. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Sinon, la recherche du développement n'est qu'une illusion, de la démagogie, voire même de la duperie. Dans le dit projet de société, on parle à la page 50 de l'éradication des antivaleurs dans les administrations et organismes publics. Ces antivaleurs ont pour nom corruption, concussion, détournement des fonds publics, fraude, vol des biens, mais aussi ethnocentrisme, népotisme, favoritisme, harcèlement, etc. Elles sont toutes à éradiquer des administrations et établissements publics. 4. Indice de perception de la corruption du Congo. Depuis 1995, Transparency International publie chaque année son indice de perception de la corruption, IPC, qui mesure la corruption dans 180 pays et territoires du monde entier. Un score plus proche de 0 correspond à plus de corruption. Un score plus proche de 100 à moins de corruption. Pour le Congo, cet indice est médiocre. Il a été de 19 sur 100 en 2019 et 2020, de 21 sur 100 en 2021 et 2022, et de 22 sur 100 en 2023, classant le Congo au 158e rang mondial et faisant partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. 5. Suivi de la situation du Congo. Petit a, malgré ce constat, sur le terrain, rien ne bouge. Alors que des pays comme l'Arabie Saoudite, le Nigeria, l'Angola, le Gabon et autres ont fait rentrer, grâce à la lutte contre la corruption, d'importantes sommes d'argent dans les caisses de l'État. La purge anticorruption, lancée en 2017 en Arabie Saoudite, avait permis au Royaume de récupérer la colossale somme de 107 milliards de dollars américains, soit l'équivalent de près de 64 000 milliards de francs CFA. Petit b. Au Congo, on a vu l'opposant Denis Sassou Nguesso déclarer en Lingala, sous les applaudissements de la foule, que si ce n'était pas les responsabilités publiques du dirigeant, il aurait pu prendre les acteurs politiques un à un et leur dire « Je t'ai placé là et tu as volé ». Autrement dit, le message passé est que les gouvernants connaissent tous les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers et qui, curieusement, ne sont nullement inquiétés. Soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Petit c. Les Congolais ont été amenés à découvrir l'impuissance des gouvernants devant ce fléau. En effet, dans son discours d'investiture du 14 août 2009, le chef d'État a déclaré ce qui suit. Je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, notre pays n'est pas hélas exempt de corruption, de concussion, de fraude,
de détournement de deniers publics et d'actes tout autant répréhensibles que néfastes à l'accomplissement du bonheur collectif. Et il a précisé, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Fin de citation. Depuis 15 ans, aucun gouvernant n'a été interpellé. Bizarre et drôle, n'est-ce pas? Que de déclarations, que de promesses, mais sur le terrain, absolument rien ne se passe. Il a été dit dans le discours d'investiture le 16 avril 2016 et ce qui suit. À compter d'aujourd'hui, créons la rupture avec les mentalités déviantes et les comportements pervers du passé, la paresse, le laxisme, l'irresponsabilité, l'inconscience, la corruption, la fraude, la concussion, l'ethnocentrisme, l'instinct grégaire. Fin de citation. Visiblement, cette annonce ne signifiait rien d'autre qu'un engagement pour enrayer tous ces maux, y compris et surtout la corruption. L'on a noté qu'en particulier, dans le message sur l'état de la nation en 2017, on invitait à la dénonciation et à la cessation avec les antivaleurs qui constituent un véritable frein à la marche vers le développement. Très vite, ce mot a été tourné en dérision, même à des niveaux responsables. Aujourd'hui, rupture serait synonyme de crise. On a souligné avec force que c'est la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Ce postulat tire son objectivité de l'application du principe de la sanction. Il a été ajouté que l'application stricte de la loi, dans toute sa rigueur, donnera à la rupture son sens le plus profond et reconnaîtra à la République son devoir de protecteur de la vertu. L'État se chargera chaque jour de traquer les antivaleurs. Mais en réalité, cela a-t-il été appliqué dans les faits? La réponse est bien sûr non. L'on a clarifié les choses sur l'état de la nation de 2018 en soutenant que, face aux délits économiques quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. Fin de citation. Grand 6. Constat sur le terrain. Celui-ci se caractérise par un paradoxe entre tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Malgré la clarté de ce qui a été dit au plan des intentions, sur le terrain, rien ne bouge. Ceci en dépit de l'existence de nombreux cas de scandaleux crimes économiques et financiers. Ils sont bien connus tant des gouvernants que des acteurs politiques et des citoyens congolais. Parmi ceux-ci, on ne se fatiguera pas de citer notamment les 14 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire, les malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture, les révélations des Panama Papers, selon lesquelles le CIE congolais détiendrait près de 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Toutes les informations qui seront livrées donneront lieu à des enquêtes des services fiscaux et à des procédures judiciaires. Nous avons voulu, la France, depuis plusieurs années, être à l'avant-garde des mouvements au niveau international pour plus de transparence, pour moins d'optimisation fiscale et pour la lutte contre le blanchiment. Et nous voyons qu'à mesure que nous avançons, que nous signons un certain nombre de conventions, il y a la possibilité de connaître davantage.
Nous voulons même, au plan législatif, ça va être l'objet d'un texte qui va venir très prochainement au Parlement, montrer que sur la transparence, la lutte contre la corruption, la France peut là aussi prendre un temps d'avance, y compris pour protéger les lanceurs d'alerte. C'est grâce à un lanceur d'alerte que nous avons maintenant ces informations. Ces lanceurs d'alerte font un travail utile pour la communauté internationale. Ils prennent des risques. Ils doivent donc être protégés. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'à mesure que les informations seront connues, toutes les enquêtes seront diligentées, toutes les procédures seront instruites et les procès éventuellement auront lieu. Vous savez que depuis plusieurs années, nous menons cette lutte contre la fraude fiscale. Rien que pour l'année 2015, 20 milliards d'euros ont été notifiés à ceux qui avaient fraudé pour que des sommes équivalentes soient récupérées. Sur ces 20 milliards, nous avons déjà repris 12 milliards d'euros. Alors si je puis dire, c'est une bonne nouvelle que nous ayons connaissance de ces révélations, parce que ça va nous faire encore des rentrées fiscales de la part de ceux qui ont fraudé. Donc je remercie les lanceurs d'alerte, je remercie la presse qui s'est mobilisée, et je ne doute pas que nos enquêteurs sont tout à fait prêts à étudier ces sujets, ces dossiers et ces cas pour le bien d'abord de ce qu'on peut penser être la morale, et aussi pour le bien de nos finances publiques. Le détournement de 9 milliards de francs CFA d'une somme représentant les pensions des retraités de la Caisse des retraites des fonctionnaires des mois de novembre et décembre 2016. Le Figagate. Le détournement de 160 milliards au ministère de la Santé et de la Population entre 2020 et 2022. Mais il y a bien d'autres nombreux cas. Comment comprendre le silence du gouvernement et de la justice sur tous ces cas? Pourquoi les gouvernants ont-ils choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, plongeant de ce fait les Congolais dans une misère et une souffrance insoupçonnées? Le cas cité des universités de Brazzaville est suffisamment illustratif. On ne peut pas se poser plusieurs questions. Depuis quand cela dure-t-il? C'est bon à savoir, parce que la bourse n'est pas payée depuis 2018. Le manque à gagner pour cette période, c'est-à-dire depuis 2018, serait de près de 54 milliards à raison de 9 milliards par an pendant 6 ans. Avant 2018, il faut prendre en compte 6 milliards par an. Et là, on peut arriver à des sommes astronomiques en fonction du nombre d'années. Est-il normal que l'on parle, devant la gravité des faits, des sommes qui se seraient, dit-on, dissipées, alors que l'on devrait prendre des dispositions urgentes pour traduire immédiatement en justice les responsables de ce nouveau crime économique et financier? On comprend aisément que le Congo soit véritablement et vraiment dans le chaos. Comment peut-on exiger chaque année 9 milliards de francs CFA pour le paiement des bourses alors qu'il n'en fallait que 3? Où vont les 6 milliards d'écart? Évidemment, dans les poches des gouvernants qui sont déjà si grassement rémunérés. Est-ce qu'il est normal que le chef d'État qui a prêté le serment de garantir la paix et la justice à tous puisse observer cette situation comme cela se fait aujourd'hui? En effet, cet argent va dans les détournements des deniers publics, dans la corruption, dans les fraudes, dans les concussions et autres. Et après, on vient parler de la crise que l'on tente d'expliquer sans conviction par la crise mondiale. On va nous parler de la résilience des Congolais. On va nous parler des caisses de l'État qui sont vides. Mais on n'ose jamais parler
de l'enrichissement illicite par ces procédés qui ne sont véritablement pas acceptables sur l'enrichissement illicite et l'accaparement de la richesse nationale par une petite minorité des Congolais. Aujourd'hui, il apparaît clairement que c'est la mauvaise gouvernance qui est à la base de la situation que le Congo connaît aujourd'hui. Tout ceci dans une terrible et criarde impunité. Cette même situation est évoquée dans le cas des établissements abusés de transfert. Et après, on est surpris des grèves qui sont d'ailleurs autorisées par la Constitution et pour lesquelles les syndicalistes sont accusés de manque de patriotisme. En réalité, qui est le véritable patriote dans cette affaire? Le syndicaliste et le travailleur qui défendent leurs droits ou le responsable des scandaleux crimes économiques et financiers qui appauvrit l'État pour s'enrichir énormément? Il faut surtout insister sur le fait que l'on a choisi de détruire l'école, c'est-à-dire que l'on a choisi de détruire le pays. Et cela est véritablement inacceptable. Tenant compte de tout ce qui précède, nous exigeons 1. La traduction devant les tribunaux dans les meilleurs délais de toutes les personnes impliquées dans les scandales économiques et financiers découverts dans les universités publiques de Brazzaville, de ceux des établissements à budget de transfert, où il a été révélé des écarts considérables entre les ressources sollicitées et les coûts réels des charges, ainsi que les responsables des réseaux mafieux qui s'enrichissent sur la base de la création de nombreux faussaires et autres agents fictifs. 2. Que la lumière soit faite sur les révélations des Panama Papers, selon lesquelles 6 Congolais détiendraient près de 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Le plus riche d'entre eux détiendrait plus de 2 000 milliards de francs CFA, près de 7 fois la colossale fortune de la reine Élisabeth II d'Angleterre, qui était de 290 milliards de francs CFA après 70 ans de règne. Et le moins riche des 6 posséderait 20 milliards de francs CFA. La saisine de la justice par la Haute Autorité de lutte contre la corruption, institution qui avait déclaré le 9 décembre 2023 ce qui suit. Et ayant diligenté des enquêtes et investigations dans les administrations publiques et privées, environ une trentaine, la Haute Autorité de lutte contre la corruption réunit actuellement les conditions idoines aux fins de procéder aux délibérations et publication des résultats obtenus en cette fin d'année 2023. Ces dossiers seront transmis aux autorités judiciaires compétentes, notamment pour les faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, de fraude et d'autres infractions assimilées. Fin de citation. Les Congolais ont déclaré et ont constaté que plus d'1 an après, cette saisine n'a toujours pas eu lieu. Et c'est extrêmement préoccupant lorsqu'il s'agit de l'organe qui est chargé de lutter contre la corruption. 4. Le lancement
d'une opération coup de poing, lutte contre la corruption, pour prendre en charge les nombreux cas des scandaleux crimes économiques et financiers connus des Congolais et surtout des gouvernants. Cela permettra la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public, ce qui contribuera à n'en point douter à renflouer les caisses de l'État et à améliorer les conditions de vie des Congolais. 5. La réalisation par un cabinet indépendant de réputation internationale de l'audit du compte de stabilisation ouvert à la Banque centrale, conformément à l'engagement pris par le président de la République dans son message sur l'état de la nation du 12 août 2006. Cela permettra également de faire la lumière sur les 14 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire des générations futures. 6. Au regard des écarts constatés entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges dans beaucoup de structures et projets de l'État, la réalisation de l'audit des grands travaux en général et particulièrement ceux des projets de la municipalisation accélérée. À titre d'exemple, on a été surpris de découvrir que le coût estimatif de la construction de l'université Denis Sassou Nguesso était de 241 milliards de francs CFA, alors que la deuxième université de Dakar n'aurait, elle, coûté que près de 65 milliards de francs CFA. Septième université du Sénégal et deuxième université de la capitale sénégalaise, l'UAM, l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, a été inaugurée ce 1er décembre 2022 par le chef de l'État Macky Sall. Elle est baptisée Amadou Mahtar Mbow en hommage à l'ancien ministre sénégalais et ancien directeur de l'UNESCO. D'un coût de 60 milliards de francs CFA, cette université à vocation sciences et technologies construite sur 42 hectares va à terme accueillir 40 000 étudiants. L'établissement est désormais la deuxième université publique de Dakar après l'université Cheikh Anta Diop. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans l'amphithéâtre neuf de 1500 places. Avec l'inauguration de l'UAM, disais-je, notre pays franchit aujourd'hui une autre étape, mais une étape qualitative de sa marche résolue vers le Sénégal émergent en son axe 2. Son axe 2 dédié au capital humain, dont l'éducation et la formation constituent les composantes majeures. Visiblement, on note des gros et grands surcoûts. Quel drôle d'écart. Pour terminer, nous exhortons les gouvernants à tout mettre en œuvre pour arrêter de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui n'ont fait que plonger le Congo dans le chaos et la catastrophe et les Congolais dans une misère et une souffrance à la fois inacceptables et intolérables. Ils doivent prendre des dispositions pour que dès janvier 2025, les bourses des étudiants pour l'année universitaire en cours soient payées de la même façon que les pensions, concomitamment avec les salaires des fonctionnaires, et que l'on négocie un programme d'appurement des arrières. Dans la même veine, les problèmes de l'université Marien Ngouabi doivent être prioritairement et structurellement être résolus dans les meilleurs délais. Quant aux Congolais, ils doivent être vigilants et prendre le destin du Congo entre leurs mains. Du point de vue des mentalités, ils doivent retenir que voler, ce n'est pas bon. Je reprends. Quant aux Congolais, ils doivent être vigilants
et prendre le destin du Congo entre leurs mains. Du point de vue des mentalités, ils doivent retenir et intérioriser que voler, ce n'est pas bon. Fait à Brazzaville, le 16 décembre 2024, le président du Parti social-démocrate congolais, Clément Nyirassa. Je vous remercie pour votre aimable attention.